Ouais. Visiblement, il y a eu des réveils un peu difficiles. Mais il y a aussi les trains. Bien, bonjour à toutes et à tous. On en arrive effectivement déjà à la conclusion de ces journées. J'espère que vous êtes satisfaits des moments que vous avez pu passer ici. Mais globalement, je dois dire, comme d'habitude, les scooters, pas les scooters, mais les scooters, sont quand même très assidus, sont de bons élèves et ils ont peu succombé à ce qui nous était proposé à l'extérieur. Je vais vous tenir quelques propos conclusifs. Ensuite, bien, quelques remerciements également. Et puis, nous annoncerons la ville, le lieu où se tiendront les prochaines RNS. Ce sera en novembre 2026, mais on va y revenir. Et pour conclure, donc ce n'est pas moi vraiment qui conclue, mais on aura droit à une mise en boîte de la belle boîte. Donc restez bien jusqu'au bout. On aura encore là un moment vraiment sympa et je voudrais d'ailleurs les féliciter parce qu'ils sont quand même extraordinaires. Alors, je crois que tout le monde peut en convenir, les échanges de ces 2 jours, 3 jours même, puisqu'il y a eu quand même des échanges très intéressants mercredi, ont été très riches. Et nous avons pu mesurer que nous avons encore des sujets à approfondir. Je crois que c'est sans fin, notamment pour intégrer l'accélération des risques dans les territoires, mieux calibrer nos projets territoriaux en fonction de la disponibilité et de la pression sur les ressources. Lors de la révision des stratégies territoriales de Scott, comment allons-nous désormais repenser le mode d'habiter ? Quelle place allons-nous laisser à la mobilité dans l'aménagement et comment mieux coordonner vision prospective, stratégique, opérationnelle en matière de mobilité ? Les acteurs privés modifient leur mode d'intervention, comme nous l'avons vu avec l'exemple de Michael Deltato, qui est un exemple intéressant. Et d'ailleurs, pour répondre à la question qui a été posée par l'élu des Mauges, je pense que dans les territoires moins urbains, il y a un outil qui permet peut-être, ou souvent en tous les cas, d'équilibrer l'opération, c'est de faire traiter la friche par un EPF, quand vous en avez un. Ça peut être un outil extraordinaire et qui permet ensuite la rentabilité de l'opération. Je disais donc on l'a vu à travers un certain nombre d'exemples. On a vu aussi, comme l'a très bien d'ailleurs illustré Clément Michel ou Marie-Ange Gay-Ramos, vice-présidente de la FFB, on a des possibilités, il faut nous interroger en permanence sur nos pratiques et très vite on arrivera à trouver des solutions. Les assureurs qu'on a évoqués principalement hier vont s'interroger sur leur capacité à accompagner les territoires dans le cadre de l'accélération des risques et feront sûrement, on l'espère en tous les cas il faudra qu'ils les fassent, des arbitrages en fonction des choix d'aménagement des collectivités, une des conditions d'assurabilité des territoires. Ils ne pourront plus ne pas tenir des aménagements, notamment préventifs, qui sont réalisés par des collectivités, notamment pour décider, oui ou non, de nous assurer. Jérôme Baratier a souligné, avec, je crois, toujours beaucoup de pertinence, l'importance de s'interroger sur l'histoire de l'aménagement à l'échelle nationale pour projeter les sujets et à enjeu de l'aménagement de demain. Il en va de même pour nos territoires. Quel choix d'aménagement avons-nous fait hier ? Il ne s'agit pas pour autant de culpabiliser sur ce qui a été fait. Ce qui a été fait à un moment donné, c'était dans un contexte donné. Les choses ont évolué et il nous faut nous adapter. Quels sont ceux qui permettront de ces aménagements d'assurer la robustesse de nos territoires ? Pour quelle durée, on n'en sait rien, mais
On raisonnera toujours avec les données dont on dispose au moment où on prend, et avec la prospective qu'on a pu effectuer et qu'on fait dans les SCOT, mais avec les données qu'on a sur le moment ou les perspectives qui s'offrent à nous. Quels sont ceux que nous devons revisiter face aux transitions en cours ? Quels sont les grands mantras de l'aménagement qui ont orienté nos actions dans les territoires ? À l'ère des transmissions, devons-nous traiter l'habitat et les mobilités comme nous le faisons hier? Certainement pas, vous l'avez tous compris. Améliorer l'action des collectivités dans le cadre des tendances en cours en faisant de l'amélioration continue, c'est presque simple, en tous les cas c'est simple à dire. Ces 2 journées ont une fois de plus illustré que nous ne sommes pas en train d'accompagner la poursuite de tendances, mais plutôt d'accompagner et préparer les territoires dans un contexte de bifurcation. Nous devons nous interroger plus que jamais sur la vulnérabilité de nos territoires, sur le calibrage de nos projets territoriaux, sur le maintien d'une vie de qualité pour les habitants et les acteurs déjà présents en leur fournissant les ressources nécessaires. Il existe de multiples chemins à emprunter en fonction de nos choix politiques locaux. Nous pouvons les adapter à la réalité de nos territoires. Nous avons des compétences, nous avons des leviers d'action entre nos mains et nous avons des acteurs à mobiliser dans nos territoires qui ont les mêmes défis que nous à relever et qui travaillent déjà sur ce sujet. On ne le répétera jamais assez, et ce n'était pas forcément dans notre culture à tous, il faut vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs d'un territoire si nous voulons réussir les challenges que nous avons à gagner. Nous aurons bien entendu besoin de continuer à gérer le quotidien, et les actions décidées avancent ces bifurcations, mais nous devons aussi préparer les conditions du changement de trajectoire de nos territoires. Et cela passe par une prise de hauteur. Et c'est pour cela que ces rencontres, ces journées sont si importantes. Elles nous permettent effectivement un peu de prise de hauteur. Et nous permettent aussi la construction d'une vision par vos projets politiques locaux. Cela passe par un changement de paradigme où les transitions investissent toutes les stratégies territoriales du SCOT et où la vulnérabilité, les ressources font partie de l'équation et de la réflexion. Je ne peux pas terminer ces rencontres sans revenir sur les prochaines échéances municipales. Beaucoup d'élus ne se représenteront pas, je suis de ceux-là d'ailleurs. Nous aurons à nous interroger sur la manière pédagogique de transmettre à la nouvelle génération d'élus une connaissance de ces défis d'aménagement du territoire et des transitions. Comment, et c'est un gros travail auquel il faudra s'attacher, comment les sensibiliser au fait que ces sujets sont majeurs pour l'avenir de nos territoires, que leur complexité ne doit pas les effrayer et qu'elle se règle par des méthodes simples. Choisir pour ne pas subir, souvenez-vous, c'est un slogan que nous avions mis très tôt en avant, et remettre l'aménagement du territoire au cœur du projet politique local. Nous le voyons ces dernières années, les sujets d'impact du dérèglement climatique, le sujet des transitions, le sujet des nouvelles trajectoires territoriales associées à la vulnérabilité de ces mêmes territoires, la question des ressources dépasse très largement, ça a été démontré encore ce matin, les injonctions législatives, quelles qu'elles soient. Et quels que soient les textes qui nous seront proposés, tous ces sujets relèvent de notre responsabilité locale, de l'avenir et de la vie de notre territoire. C'est, je crois, ce qui fait tout l'intérêt et la passion que nous pouvons mettre dans les missions qui nous sont confiées par nos concitoyens. Donc bon travail et bon courage, chers collègues, pour ceux qui vont réinvestir leur temps dans un nouveau mandat. Soyons fiers du travail accompli. La très grande majorité des SCOT en seront au stade de l'arrêt du projet avant les échéances municipales de mars 2026 et auront intégré les dispositions de la loi climat et résilience sur la sobriété foncière. Cela montre que
Malgré les tergiversations nationales, dans les territoires, les élus du bloc local ont pris la mesure des enjeux et travaillent pour préparer leur avenir. Voilà, je voudrais vous dire, puisque c'est certainement la dernière fois que je préside, même sûrement, la dernière fois que je préside les rencontres nationales des Scots, tout le plaisir que j'ai eu à m'engager dans cette fédération, à la créer aussi. Mais il faut le dire, elle s'est créée grâce aux techniciens qui m'avaient sollicité au moment du Grenelle de l'environnement, où j'avais moi-même pu percevoir à l'Assemblée nationale combien il fallait porter la parole des Scots. La fédération a été créée avec trois objectifs, mais deux objectifs principaux. Le premier, c'est faire du parangonnage entre nous, ne pas réinventer chaque fois l'eau tiède ou l'eau chaude, s'approprier les bonnes pratiques des autres et essayer de les transcrire, même si chaque territoire est particulier, essayer de les transcrire à notre propre territoire. Et puis notre deuxième objectif, c'était effectivement de pouvoir de nous imposer dans les assemblées législatives et aussi d'entamer un véritable dialogue avec les ministères. Et ce dialogue avec les ministères, franchement, nous l'avons eu, pas toujours avec les ministres, mais souvent et très souvent avec les services. Et je voudrais d'ailleurs, de ce point de vue, remercier très chaleureusement tous les représentants des ministères qui ont suivi nos travaux ces jours-ci, les remercier eux-mêmes et remercier leurs prédécesseurs. Enfin, je crois que nous avons réussi à établir avec eux une véritable coopération extrêmement, enfin gagnante-gagnante. En tous les cas, c'est l'impression, le sentiment que j'ai. Donc voilà, merci. Et puis maintenant, avant de vous annoncer où nous allons nous retrouver l'année prochaine, je voudrais quand même encore adresser, excusez-moi si c'est un peu long, mais des remerciements à nos hôtes ici. Marie Larue, si tu veux bien me rejoindre. Alors, s'ils sont dans la salle, je sais qu'ils sont très occupés un peu partout. J'aimerais également que nous rejoignent Anthony, Chantal, Olivier, Johan, Aude, Camille. Bravo. Voilà, merci. Ils ont fait un boulot formidable. On a passé de super rencontres. Grâce à vous. Merci. Merci aussi à l'équipe de la Fédé. Stella, Cécile. Vous venez ? Pas que. Mathieu, Marion, Elio, Suzon. Je ne sais pas s'ils sont... Ils arrivent. Ils font tout au long de l'année un boulot extraordinaire, ne comptent pas leurs heures et sont d'une réactivité parce que l'exigence est telle, effectivement, des auditions, des nombreuses sollicitations que nous avons, ce qui témoigne d'ailleurs de la reconnaissance de la qualité de la Fédé. Nous sommes sollicités comme jamais. Et ça demande énormément de réactivité, d'intelligence collective également, et merci. Et puis merci aussi à tous les membres du conseil d'administration de la Fédé. Nous avons toujours des conseils d'administration qui sont extrêmement riches, ouverts, avec vraiment une grande générosité, je dirais une volonté de participer, d'aider, et puis une qualité de réflexion qui m'a beaucoup enthousiasmé tout au long de ces 15 années depuis qu'existe la Fédé. Alors merci à tous les administrateurs. Voilà, ceci étant dit...
Merci, arrêtez, je ne vais pas pouvoir continuer. Merci. Voilà. Et il m'appartient maintenant de vous annoncer... Ah, le suspense est insoutenable. De vous annoncer où nous allons nous retrouver pour les rencontres 2026. 2026, c'est une année électorale, donc les rencontres, c'est un peu particulier, elles auront lieu en novembre. Et j'appelle ici sur scène Roselyne Bienvenue, première vice-présidente du SCOT du pôle métropolitain Loire-Angers Territoire, qui a été retenue pour organiser les prochaines rencontres nationales des SCOT. Ces rencontres auront lieu du 4 au 6 novembre 2026. Je vous passe la parole. Monsieur le Président Henrich, c'est difficile de prendre la parole après cette standing ovation et beaucoup d'émotions partagées dans la salle. J'ai pu sentir ça et vous dire que, évidemment, je m'associe à la générosité des applaudissements de cette salle pour saluer votre engagement et vous dire que, comme Angers sera le berceau de vos rencontres l'année prochaine, vous remercier le conseil d'administration de faire confiance à cette ville et à toute son équipe qui aura à cœur de vous accueillir, Madame la Présidente, aussi bien que vous l'avez fait ici dans votre EPCI et ici à la ville d'Arcachon. Et puisque ce seront les 20 ans, c'est une dizaine d'anniversaires, on fera en sorte que les pâtissiers de la ville se mettent ensemble pour un magnifique et énorme gâteau avec de jolies bougies pour vous accueillir. Je ne vais pas être très longue parce que chacune et chacun est un peu fatigué sans doute. Les travaux ont été riches et je salue franchement la qualité. Ça nous a mis en réflexion, en dissonance, comme on dit. Parfois un peu d'inquiétude face aux enjeux, mais nous les connaissions. Et la qualité des intervenants, j'espère qu'à Angers, on pourra également avoir cette belle tribune. Je voulais vous prier de bien vouloir accepter les excuses de Christophe Béchu, le président d'Angers-Loire Métropole et du pôle métropolitain Loire-Angers, qui n'a pas pu se déplacer à Arcachon, qui m'a confié cette responsabilité que j'ai acceptée avec grand plaisir. J'ai suivi les travaux avec beaucoup d'intérêt, mais il a tenu à s'adresser à vous. Dans quelques instants, Monsieur le Président, je crois que vous avez accepté qu'on vous passe une petite vidéo. Donc, je ne reprendrai pas la parole, vous dire infiniment merci, vous dire qu'Angers est une ville jardin. Elle est assise, posée délicatement sur la Loire, qui ne passe pas à Angers, mais elle est au confluent du Loire, sens de la Sarthe et de la Mayenne. C'est donc une ville qui est très verte, très bleue, avec les caprices de ses rivières que nous saluons avec beaucoup d'intérêt puisqu'elles elles tiennent ces rivières et ce bleu la main de l'homme et des femmes. Donc à nous, scoteuses et scoteurs, vous dire que vous serez bien accueillis, que c'est la ville aussi de la douceur, la force de la douceur à Angers. C'est une ville d'art et d'histoire. Il y a un château moyenâgeux qui a été construit au XIIIe siècle, qui abrite une magnifique tenture qui est classée au patrimoine de l'humanité, que c'est une ville gourmande. Il y a les bons vins d'Anjou, il y a des liquoristes. Vous en buvez forcément chez vous, mais de toute façon, à Angers, on vous en fera déguster. Il y a beaucoup de chocolat, de caramel, etc. Et puis, le poisson de la rivière s'accorde avec Nantes pour vous offrir les poissons au beurre blanc. Donc voilà, je vous mets en haleine, vous avez peut-être un peu faim. Et donc, pour vous dire que, pour terminer, j'espère que mes propos vous donnent envie de venir. J'espère qu'ils seront bien en deçà du plaisir que vous aurez à venir à Angers. Et enfin, pour terminer, venez pour lui, le congrès de la Fédération des Scots, et restez pour elle, la belle ville de la douceur angevine. Monsieur le Président de la Fédération nationale des Scots, Madame la Présidente du SCOT du bassin d'Arcachon, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs,
à défaut d'être avec vous pour ces rencontres nationales 2025, je voulais vous laisser un message. D'abord, pour vous remercier le président, Michel Heinrich, remercier son conseil d'administration qui, il y a quelques jours, ont décidé de retenir la candidature du pôle métropolitain Loire-Angers pour accueillir les rencontres nationales 2026 qui se tiendront au début du mois de novembre dans notre ville. Et Roselyne Bienvenue, ma première vice-présidente, à la fois à la communauté urbaine et au pôle métropolitain, qui est à vos côtés en ce moment pour me représenter, a déjà sans doute dû vous dire à quel point nous étions heureux et impatients de vous accueillir. Ces rencontres, elles sont très particulières, parce qu'elles suivront seulement de quelques mois les élections municipales. Et ce seront donc des équipes renouvelées qui viendront se rencontrer ou qui viendront parfois découvrir, approfondir de nouvelles collaborations et mesurer l'intérêt de ces rencontres nationales. La Fédération nationale des Scots, c'est pas seulement un club technique, c'est pas seulement un lieu qui peut faire en sorte de former aux enjeux de demain. C'est d'abord et avant tout un endroit où on partage des expériences et où on s'efforce de définir à la fois une vision transversale et une vision de long terme. Un Scot, au-delà de son nom barbare, c'est stratégique dans la conception et dans la mise en œuvre des politiques d'aménagement du territoire. C'est à la fois la feuille de route pour les défis de transition écologique, énergétique, démographique, sociétale, et en même temps, c'est une mise en récit, une mise en œuvre opérationnelle qui est rendue possible. Alors, ce n'est pas à vous, présents dans ces rencontres, que je vais expliquer, redire la nécessité de conserver à la fois une vision, mais surtout un cap et une boussole. Et quand je vous parle de cap et de boussole, je pense bien sûr à la nécessité de lutter contre la bétonisation et contre l'artificialisation. Pas seulement parce que j'ai la nostalgie d'un temps où, ministre, je me suis efforcé de regarder comment on pouvait apporter de la simplification, parce qu'il y en avait besoin, tout en maintenant un cap, mais tout simplement parce qu'en tant que citoyen, en tant que maire, je ne comprendrais pas qu'on puisse à la fois parler de souveraineté alimentaire, de lutte contre les canicules, de nécessité d'aller défendre notre patrimoine naturel, d'aller préserver la biodiversité, et que dans le même temps, on ne préserve pas de manière plus forte que par le passé nos espaces naturels. Notre pays ne gagne plus de population, on a donc moins besoin qu'avant d'artificialiser, et quand on sait ce qui nous attend, je pense aux 4 degrés, je pense à la nécessité de l'adaptation de nos territoires, on mesure à quel point ces trajectoires de réduction de nos consommations d'espace sont cruciales. Tout ce qui se fait dans l'urgence, de manière brutale, avec des décisions qui sont imposées, ça provoque des réactions. Lausanne, c'était pas ça. Ça fait des années qu'on nous indique comment les choses doivent se passer. On parle de trajectoire sur 10 ans. On est clairement dans des moments où c'est la stratégie et la planification qui peuvent permettre de répondre, et donc les Scots plus que jamais. Je souhaite que dans les semaines, dans les mois qui viennent, notre pays puisse, sur ce sujet, mettre en cohérence à la fois ses ambitions écologiques et dans le même temps les caps opérationnels qui se donnent en ne cédant pas aux petites musiques populistes qui laisseraient penser qu'il faudrait à tout prix pouvoir tout artificialiser pour continuer à se développer. Je n'oublie pas qu'il y a 40 ans, il y avait des débats comparables dans notre pays, c'était sur la loi littorale, avec des gens qui nous disaient « si vous interdisez de construire le long des littorales, vous allez tuer les littoraux, vous allez les faire disparaître du territoire, vous mettez sous cloche le pouvoir des maires ». Et une réalité aujourd'hui, qui est que non seulement personne ne le regrette, mais on a su préserver une valeur et une richesse qui nous sont enviées quand on se compare. La suite, mesdames et messieurs, on aura l'occasion de l'écrire et de le dire ensemble. On va vous projeter une petite vidéo ou dans les minutes qui viennent ou plus tard dans cette journée pour vous donner envie de rejoindre à la fois la ville la plus verte de France, celle qui, dans les villes de plus de 100 000 habitants,
est reconnu pour sa qualité de vie et qui, grâce à vous, l'espace de 3 jours, sera encore davantage un endroit où il sera plaisant de se retrouver et de réfléchir. Merci à tous et à toutes et à bientôt à Angers.